Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que les moments les plus difficiles, c'est pas tellement quand t'es dans des échecs, il y a personne pour te consoler, mais c'est quand tu trouves personne pour fêter les victoires. Il y a personne qui comprend tes victoires. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment qui est compliqué. Mais c'est vrai que du coup, c'est spécial de pas pouvoir fêter la fin d'une expédition qui a été tant difficile à préparer, à réaliser, niveau peur. Hein, faut pas croire, hein, moi je suis effrayé avant de partir. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Cette semaine, j'échange avec Léo Joly, qui est un explorateur artiste. Il parcourt le monde et il a fait de l'art une manière de rencontrer les populations des régions dans lesquelles il se rend. Pour sa dernière aventure, c'était par exemple au Salar de Uyuni, en Bolivie, et il est allé demander aux gens qui vivent dans cet environnement très difficile ce dont ils rêvent. Parce qu'il serait sans doute bon qu'on s'autorise plus souvent à laisser s'exprimer notre créativité enfantine, voici un épisode qui apporte un peu de légèreté et de rêve. Merci Léo, excellente écoute à vous. Juste avant ça, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont décidé de soutenir financièrement Les Frappés via la plateforme Tipeee. Chaque euro contribue à couvrir une partie des frais de fonctionnement du podcast et nous permet de nous rapprocher un peu plus de l'indépendance totale des Frappés. Si vous souhaitez vous aussi soutenir le podcast, rendez-vous sur Tipeee, TIPEEE/les-frappés. Le lien est en description. Eh ben écoute, bienvenue Léo sur le podcast. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Écoute, de même, merci beaucoup Loïc pour l'invitation. Avec grand plaisir. On va parler de plein de choses. Je pense que tu vas me faire retourner quelques années en arrière quand tu vas nous parler de l'Amérique du Sud. J'imagine qu'il y a plein d'endroits où tu es allé, où je suis passé aussi, donc ça va être génial. Et puis surtout, je suis très curieux de ce dont tu vas nous parler, puisque tu as une approche de l'aventure, du voyage, de la découverte qui est particulière, qui est différente de ce que en tout cas de celle des gens que je reçois habituellement sur le podcast, donc ça va être génial. Léo, ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par nous expliquer qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Il y a toujours une question. Ouais, c'est toujours la question. Il faudrait que j'en trouve une autre parce qu'avec des frappés, c'est toujours compliqué. Généralement, c'est multicasquettes, c'est des parcours atypiques, donc. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que tu fais en quelques mots, comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais? Du coup, moi, je m'appelle Léo, je suis explorateur artiste. En gros, ça consiste à créer des expéditions à travers le monde pour reconnecter les gens à leur créativité. Et donc là, je suis en train de réaliser un film qui porte sur une expédition que j'ai faite en Bolivie, où je suis allé demander du coup le rêve des gens qui habitent dans le désert. Donc voilà, c'est une des expéditions que je fais, par exemple, c'est vraiment voilà, de créer des expériences insolites qui reconnectent à la créativité de chacun, mais aussi en fait au monde extérieur. Génial. Donc, quand tu dis reconnexion à la créativité, tu fais ça. Qui est-ce qui bénéficie de ça en fait? Est-ce que c'est les gens que tu rencontres sur place ou est-ce que à travers les histoires des gens que tu rencontres sur place, tu essaies de reconnecter, par exemple, les gens en France à leur créativité? Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. D'abord, soyons honnêtes, hein, tu vois, c'est d'abord me reconnecter à ma créativité à moi, Ouais, qui moi, depuis, enfin, en enfance, tu vois, je l'avais un peu perdu par le fait du jugement de moi-même et le jugement des autres. Et je l'avais un peu laissé de côté. Et là, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, waouh, il faut que j'en fasse quelque chose. Et quand je voyageais, enfin, quand j'étais ado, tu vois, je voyageais et enfin, je trouvais ça fou, en fait, à chaque fois, j'organisais des événements pour apprendre aux gens à dessiner. Et les gens ressortaient de là avec des grands yeux émerveillés en disant, waouh, c'était fou, quoi. Et pour moi, j'avais juste donné pas grand-chose, j'avais juste donné quelques règles de dessin. Ouais, voilà. Et, et du coup, pour moi, la créativité, c'est vraiment d'abord se reconnecter à ma créativité à moi.
et en me reconnectant à la mienne, je peux le reconnecter les autres, en gros. Ouais. Donc en fait, dans mes voyages, c'est souvent, l'envie, d'expérimenter la créativité à plusieurs, ensemble, de voir en fait que ça peut donner. Et donc par exemple, toi, j'étais, au Groenland avec les Inuits et là, l'objectif, c'était de se dire: «OK, est-ce qu'on peut créer ensemble sans parler le même langage?» Et donc c'était une question que je me posais depuis tellement longtemps et je me disais: «Vas-y, je veux tester». Et du coup, on a fait une œuvre d'art ensemble, sans pouvoir vraiment communiquer par le langage, mais du coup, on communiquait autrement par la gestuelle, par les rires, ouais, le fait de se moquer de soi-même. Il y a un côté un peu comme ça. Ce serait quoi ta définition de la créativité? De quoi on parle quand on utilise ce terme pour toi? Pour moi, en fait, il y a un terme, j'aime bien, dire, pour moi, je pense qu'on est, créateur, on est, créatif, par opposition du coup au spectateur. Pour moi, en fait, il y a un peu deux mondes, enfin 2 personnes dans ce monde. Tu as d'une partie les spectateurs qui regardent un peu le monde se créer autour d'eux, et je trouve que ça peut générer des malaises. Je trouve que c'est difficile de juste d'être, juste observateur. Et du coup, il y a une autre partie qui est plus les créateurs où en fait, eux, ils s'inventent leur propre, réalité. Alors moi je pense que il y a rien de je pense dans les 2 camps, c'est chouette, hein, si jamais on se sent bien. Mais moi, du coup, je me sens bien dans le côté plus créatif où, vraiment pour moi, c'est vraiment s'inventer son propre monde. Cha enfin, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est que chaque personne est un monde en soi. On peut creuser indéfiniment dans ce qu'est une personne. On peut voyager à travers une personne. Heu et je trouve ça intéressant, c'est que c'est comment, en fait, cette personne va pouvoir, influencer le monde dans lequel on vit. Et donc voilà, moi, sans le savoir, en fait, je peut-être j'influence, les autres autour de moi, en les inspirant ou en faisant Ouais. passer des bons moments mais en fait, j'ai aucune idée, tu vois, de savoir le niveau d'influence que j'ai et en fait, ça m'importe peu parce que c'est juste l'expérience que je vis avec eux qui m'importe et en fait, ce que je recherche juste là, pour moi, être créatif, c'est juste s'amuser. C'est de se dire, «Tiens, ça serait marrant de faire ça». Et ça m'arrive souvent d'être avec une bande de potes en disant, «Eh les gars, ça vous dit de faire ça?» Genre, on invente un jeu de cartes, par exemple, tu vois? Ou alors on va poser des questions dans la rue à des inconnus. Et heu et pour moi, c'est ça être créatif, c'est de dire, on crée un monde dans le monde. Fascinant. Est-ce que pour toi, il y a forcément une dimension, artistique du coup, où on peut être créatif sans que ce soit nécessairement, dans les arts, tu vois? Dans le dessin, la peinture, la musique, la danse, est-ce que, je sais pas, un sportif, un aventurier classique, un explorateur classique, heu, qui réalise une première par exemple, ou qui a une approche un peu différente, mais pas nécessairement artistique, est-ce que pour toi, il serait créatif du coup? Ah oui, je pense qu'il y a plein de types de créativité différentes, ouais. Même je pense que, tu vois, la cuisine, c'est la créativité. Enfin, en fait, toutes les tâches qu'on réalise, que la plupart des gens même réalisent, sans trop le savoir, c'est de la créativité. Et Ouais. moi, ce qui m'impressionne un peu à chaque fois, c'est que quand je demande aux gens, quand je parle du dessin par exemple, et que je leur demande de faire une peinture collective ou de faire un dessin collectif, la première chose qu'on me dit, c'est genre: «Je sais pas dessiner, je peux pas le faire». Et du coup, je lui ai dit: «Mais je t'ai pas demandé de faire un beau dessin, je t'ai juste demandé de t'amuser en le dessinant, en fait». Mmh. Et moi, en fait, je cherche pas j'ai vachement enlevé cette image mentale de faire un joli dessin, qui est une image mentale, en fait, qui me rassure moi parce qu'en fait, je me projette une image avant de dessiner dans ma tête en me disant: «Ah, je voudrais avoir ça à la fin». Sauf que bon, ben, comme dans la vie, comme chaque projet, ben, on n'arrive jamais à ce qu'on imagine, hein. Et donc c'est vachement frustrant. Et pareil, l'autre, quand tu dis, «Je vais dessiner un chien», bah, il s'attend à voir un chien, quoi. Et donc ça fait un double miroir entre moi, ce que je projette de ce que je voudrais dessiner et que j'arrive pas, et que l'autre projette sur moi ce qu'il voudrait voir. Mmh. Et donc ça crée un malaise et du coup je pense que c'est pour ça que la plupart des personnes ne sont pas créatives parce que il y a beaucoup de jugement, en fait. Jugement de soi et jugement des autres. Mmh. Mais pour moi, en fait, tout le monde est créatif à son échelle. Après, il y a un niveau d'équilibre Ouais. où, je pense que tu as certaines personnes qui se sentent, incroyables en étant à ce niveau d'équilibre, créatif. Et tu en as d'autres qui ont besoin de plus parce qu'eux, ils doivent être à un autre niveau, en fait.
C'est super intéressant comme notion, comme approche, comme vision. Et tu vois, je te posais la question parce que je sais plus exactement dans quel peut-être, dans des contextes pro, tu vois? Où des fois on te fait faire des sortes de tests de profiling pour déterminer quel type de personne tu es et cetera. Hem et tu sais, ces outils de classement de profil, en fait, souvent, on va dire dans les grands extrêmes, tu as genre, le fonceur, le créatif, le rêveur, machin. Et en fait, je sais pas si c'est lié à ça, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu cette espèce de croyance que créativité égale art, tu vois? Et en fait, je saurais pas te dire exactement à quel moment de ma réflexion, enfin, ces dernières années, je réfléchis quand même beaucoup sur, tu vois, ce que je veux faire, qui je suis, et cetera. Et à un moment donné, en fait, ça m'a un peu percuté, une de ces réflexions, je pense, ça devait être en 1 ou 2 ans après avoir créé le podcast. Je me suis dit: «Mais en fait, je suis un créatif, quoi. J'ai créé, je crée des trucs». Et j'ai pas souvent posé la question à mes invités, mais tu vois, si je réfléchis à ces quasiment 200 personnes que j'ai rencontrées, en fait, comme tu dis, à partir du moment où enfin, on est tous créatifs, je pense. Simplement, je sais pas si c'est en France ou si c'est juste un truc, moi perso, Loïc, mais moi j'ai quand même l'impression que art enfin créativité égale art, tu vois? Dans la croyance un peu peut-être populaire ou enfin pas populaire, mais ouais, que c'est un terme qui est quand même vachement associé à l'art, peut-être parce qu'on est un pays très cartésien, tu vois? De mathématiques, je sais pas ce que tu en penses de ça? Bah, je pense qu'on l'a beaucoup associé à l'art, ouais. Après, moi, tu vois, quelqu'un qui monte une boîte, par exemple, c'est quelqu'un qui est de ultra créatif, en fait. Parce qu'il invente Ouais, en fait, il crée ses propres règles, il invente un concept qui n'existait pas, et il va recruter une équipe qui n'existait pas. Enfin, il crée du lien, il crée plein de choses, en fait. ouais, mais en fait ta définition elle est logique, elle fait carrément sens. Enfin, la créativité, c'est le fait de créer. Mais tu vois, typiquement, c'est l'exemple que tu prends, un entrepreneur et une entrepreneuse, pour définir, j'en ai reçu quelques-uns sur le podcast. J'aurais jamais utilisé le terme de créatif, je pense, en premier, tu vois? Peut-être plus, j'aurais utilisé des termes comme, tu vois, des profils, de résilients ou, innovants ou rêveurs, mais pas créatifs. Alors qu'en réalité, tu as raison, c'est un processus, créatif. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Après, je pense que ce qui est intéressant, par exemple, dans tout ce qui est art plastique, en général, c'est la notion plus, moi, d'émotion. Mmh. C'est qui est plus perceptible. En fait, tu le vois. Par exemple, dans tout ce qui est chanson, dans tout ce qui est dessin, peinture, ben, ça va émaner en fait d'une émotion spéciale. Par exemple, moi, j'écris différemment quand je suis triste que quand je suis heureux. Et pareil, je vais peindre différemment, je vais faire des dessins différents. Je trouve que par exemple, créer une entreprise, c'est une émotion qui fluctue, mais à la fin, tu sais plus trop ce qui était de la tristesse, quelque Mmh. chose qui était heureux, tu vois. Moi, j'ai des toiles chez moi où ça, c'est tristesse, tu vois. Ou ça, c'est joie. C'est parce que j'étais dans un état un peu second, et aussi parce que ça dure moins longtemps, tu vois. Moi, quand je peins, c'est peut-être Ouais. de 3 heures. Après, j'arrête, et donc j'étais dans une seule émotion. Après, je peux passer dans plusieurs émotions différentes, hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est un état émotionnel. Si je la laisse comme ça, cette toile, elle me rappelle un état émotionnel précis, qui est plus OK. difficile à voir, peut-être, si c'est pour créer une boîte ou autre chose, tu vois. Enfin, Ouais. ce que j'imagine. OK, bah, écoute, en tout cas, super intro. Moi, je trouve que ce message est absolument génial. On est tous des créatifs en puissance, donc l'enjeu, c'est peut-être d'arriver à l'exprimer. Toi, tu disais un peu plus tôt, si j'ai bien compris, que tu as eu un espèce de moment, une sorte de moment eureka où tu t'es dit: «Mais en fait, j'ai cette créativité en moi, il faut que je l'exprime». Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, clairement, bah, clairement. C'est vrai que moi, en fait, dans mon enfance, j'avais mon frère, donc j'ai une frère et un sœur. Enfin, une sœur et un frère, plutôt, dans l'autre sens. Et en fait, mon frère, prenait des cours de dessin. Il est plus âgé que moi, et il dessinait vachement bien. Et moi, enfin, à côté de lui, je me disais: «Mais oh là là, moi, j'ai prends des cours», mais j'ai 3-4 ans de différence, donc et moi, je me disais à côté: «Mais en fait,
putain, moi, ce que je fais, c'est pas bien, tu vois. Enfin, par rapport à lui, ça sert à rien. Donc, je suis pas créatif, tu vois. Ça sert à rien que je continue. Et pendant pas mal d'années, j'ai arrêté. J'ai totalement arrêté tout ce qui était art, tout ça. Et c'est juste en fait quand j'ai fait une école de paysage pour devenir architecte paysagiste à Versailles. Et pour le concours, il y avait une épreuve d'art plastique où il fallait imaginer une ville vue à vol d'oiseau. Et donc tu devais vraiment changer de vision en imaginant un oiseau vole euh, sur la ville où tu étais et t'imaginer les bâtiments, comme ils étaient positionnés, tout ça. Donc c'était vraiment un changement de vision. Et donc bah là, je me suis dit, ok, j'ai pas trop le choix, quoi. Je dois reprendre. Et, et en fait, donc j'ai repris des cours de dessin pour me réhabituer à ça. Et ce qui était très très marrant dans le cours de dessin, c'est qu'en fait, je demandais jamais rien au prof. Le prof passait, tu vois. Et moi, je disais, non mais non, je suis très bien là. Je suis dans mon monde, je crée. Et j'arrivais à faire des créations. J'étais genre, j'étais bluffé par moi-même en me disant, mais en fait, enfin, il me sert juste d'assurance, le prof qui est là. Mais à aucun moment il me donne un conseil ou quelque chose en fait. C'est juste un moment que je m'accorde pour moi-même, 1 heure, toutes les semaines. Et pendant cette heure bah, il arrive plein de surprises que je pensais pas imaginer, quoi. J'étais avec des groupes, des gens qui étaient passionnés par le dessin, qui étaient là aussi pour ça. Et donc je faisais juste mon petit truc, je revenais chez moi avec mon petit dessin, et puis voilà, quoi. Et, euh, et à fur et à mesure de ça, je me suis dit, waouh, en fait, peut-être que j'ai quelque chose, tu vois. Déjà, j'adore ce moment-là où je me sens à l'intérieur d'un monde que je connaissais pas de moi-même. Et quand je suis parti en Erasmus à Copenhague, c'est là vraiment que il y a eu un énorme changement. C'est que là, j'ai commencé à dessiner dans la rue parce que je trouvais ça marrant. Ok. Je me suis dit, vas-y, ça fait pas mal de temps maintenant que je dessine. J'avais créé un peu mon propre style. En tout cas, j'avais un style qui se dessinait. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de confronter ce que je fais au regard des autres. C'était un peu un défi que je me lançais. En me disant, tiens, vas-y, je vais jamais été dessiné dans la rue, allez. Et donc, le premier jour, je me rappelle, j'étais terrifié. Parce que je suis comme timide, hein. J'étais terrifié. Et je me suis mis en face d'un restaurant dans la rue. Donc tout le monde me regardait. Et j'avais même pas apporté de tapis ou de drap, rien. Je me suis vraiment mis assis sur le sol. Et donc j'avais mis une toile par terre et je dessinais sur la toile, tu vois. Basique. Euh, et je m'apercevais, bizarrement, que les gens s'arrêtaient. Ils regardaient quelques instants et ils repartaient, tu vois. Et de temps en temps, les gens venaient me voir en disant, ah, vous êtes artiste, qu'est-ce que vous faites là, machin, pourquoi vous êtes dans la rue assis comme ça? Et ça crée vachement de connexions humaines que pour moi c'était inimaginable en fait, dans la rue. Pour moi, c'était tout le monde allait passer, même pas me regarder, et voilà. Et en fait, j'ai eu des connexions avec des artistes en France que j'ai revus après, et je me suis dit, mais en fait, c'est fou! C'est fou, je me suis fait un monde de l'art, et donc après, j'en ai fait un business dans la rue. Donc après, j'ai imprimé des dessins, je les vendais dans la rue, je faisais des cercles pour attirer les gens, et du coup, j'ai fait plein de rencontres comme ça. Et je me suis dit vraiment que là, il y avait un pouvoir de la créativité qui était fou, qui était totalement inexploré chez moi, et que je voulais vachement creuser. Voilà. C'est un peu comme ça que c'est né. Ok. Et le mariage avec l'exploration, du coup? Ça s'est fait progressivement. Alors, le mariage avec l'exploration, en fait, il est né des voyages que je faisais. Euh, de temps en temps, je faisais des voyages. En fait, l'été, je travaillais un mois et je repartais un mois voyager. Et pendant ces voyages-là, vu que j'avais pris des cours en architecture du paysage de dessin pour passer le concours, je m'étais dit, mais en fait, ce que j'ai appris, je vais le repartager. Parce que je n'aimais pas trop l'idée de se dire, je vais dans un pays et je repars. J'aimais bien apporter quelque chose, organiser un événement, ou voilà. Et donc, les gens venaient à mon événement. Et donc, je leur enseignais en fait ce que j'avais appris en autodidacte, quasiment, sur le dessin, sur la peinture, sur qu'est-ce qu'un dessin en fait. Et les gens repartaient avec des grandes étoiles dans les yeux. J'étais là, tiens, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, en fait, à chaque fois que je voyageais, je faisais un événement comme ça. C'est pour ça que j'en ai organisé beaucoup. Parce que du coup, après, j'en faisais plus un seul par voyage, mais j'en faisais quasiment chaque semaine. Donc, ça commençait à devenir assez important.
Et après, du coup, je commençais un peu à m'ennuyer parce que c'était toujours le même type d'événement que j'organisais. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose, mais dans des lieux un peu insolites. Donc, on a fait des cours de dessin dans un supermarché, dans un bar, dans un parking souterrain. Et du coup, ce qui m'a intéressé vachement, c'est d'apporter la surprise aussi aux gens. Et donc voilà, donc c'est un peu né comme ça. Le côté aventure, c'était vraiment lié au voyage, où voilà, je commençais petit à petit à amener l'art vraiment comme un moyen de communiquer, comme un moyen de rassembler dans mes voyages. Et quand j'ai commencé à faire des plus gros treks, par exemple, je suis parti dans les Balkans faire 1300 km à pied pour voir ce que c'était d'être dans la nature sauvage avec les ours et les loups. Et sur le chemin, en fait, il y avait plein de personnes que je croisais qui parlaient pas, enfin, parfois elles parlaient pas du tout anglais, donc en fait, on dessinait ensemble. J'avais toujours une boîte aquarelle dans ma valise, enfin dans mon sac à dos, avec des pinceaux, avec plein de choses, et du coup, à chaque fois, je leur disais, mais voilà, si vous voulez, on peut peindre. Et les gens étaient tellement contents de redécouvrir la couleur. Mais du coup, tu faisais quoi? Tu sortais le papier et un pinceau, tu leur donnais et c'était parti. Ouais, c'est ça, ils dessinaient, là, on dessinait ensemble, tu vois, où je faisais la moitié de la feuille, l'autre dessinait l'autre moitié, et à la fin, on avait un souvenir commun sur une même feuille, d'un moment passé, tu vois, d'une émotion passée. Et moi, je trouve ça fantastique, tu vois. Enfin, tu vois, moi, je regardais des souvenirs incroyables et les gens me remerciaient à la fin et je disais, mais enfin, pour moi, je comprenais pas, tu vois, en disant, bah, oui, mais bon, c'est juste un dessin, tu vois. Ouais. Oui, mais n'en faites pas trop, tu vois, c'est juste un dessin, ouais, c'est bon. Mais je crois que je comprenais pas, en fait, ce que ça crée chez les gens. C'est pour moi, en fait, quand tu vois des couleurs, l'aquarelle, ça te ramène à l'enfance, à l'émerveillement, à la nouveauté, à plein de choses. Et en fait, les gens, même si j'avais pas de pinceau, des fois, j'en avais plus, où il était un peu cassé. Bah, ils prenaient la peinture avec leurs mains et ils dessinaient directement sur le papier, quoi. Et c'était vraiment, et tu voyais l'étincelle dans leurs yeux et le grand sourire d'enfant, tu vois. Et c'était très marrant à voir, quoi. Il y a toute la famille, et même des fois j'étais avec des familles, tu vois, j'avais, dans les Balkans par exemple, un moment je marchais, j'arrivais dans une forêt un peu sombre, c'était la nuit qui commençait à arriver, et sauf que la forêt était remplie il y avait plein de bois partout. Donc c'était vraiment très très dur de pouvoir mettre la tente. Et à un moment, je vois une petite ferme au loin, un peu comme dans les films, tu vois, avec la petite fumée qui sort, juste avant qu'il fasse nuit. Et donc je vais Hmm. toquer à la porte et eux, ils m'ouvrent et ils me disent, bah, viens chez nous, on va te trouver une chambre, trop sympa, tu vois. Et là, en fait, c'était une famille qui était là. Et quand je sors la boîte d'aquarelle, genre, il y a toute la famille qui se ramène en disant, regarde ce qu'il a ramené. Comme si c'était un trésor, tu vois. Moi, j'étais genre, what? Il parle de mon sac à dos, il parle de quoi? De ma nourriture que j'ai dans mon sac. Mais non, il parlait bien de la boîte d'aquarelle et ouais, du coup, ça crée des souvenirs incroyables, quoi. Waouh. Est-ce qu'il y a une de ces rencontres, un de ces moments de créativité partagée, qui t'a vraiment marqué, qui est, tu vois, qui a une saveur un peu particulière par rapport à tous les autres? Oh, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais en fait, si, il y a un moment très particulier. Justement, dans l'expédition là, où je reviens, que j'ai fait de l'année dernière en Bolivie, dans le Salar de Uyuni, euh, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué. Donc, le but, c'était de faire 900 km dans le désert à pied et d'aller de village en village pour demander aux gens quel était leur rêve pour le futur. Enfin, quel est leur rêve pour le futur. Et, euh, et quand j'arrivais en fait sur place, euh, ça je l'avais pas du tout prévu, mais en fait j'ai vraiment trouvé une deuxième famille quoi. Les gens m'accueillaient mais genre avec grands bras ouverts, c'était assez fou. Et, euh, et en fait, des fois je leur dis, enfin on passait tellement du temps ensemble et que j'avais l'impression que c'était une famille, que je voulais leur faire vivre une expérience un peu folle, enfin en tout cas moi que je voulais transmettre. Et par exemple un moment j'arrive dans un village. Donc c'est dans une maison, tu vois, et les personnes, c'était une sorte de mini-auberge. Et donc les gens m'accueillent et je passe une journée, 2 journées, 3 journées pour me reposer. Et là, ça crée vraiment une union assez forte. Donc on m'invite à manger avec eux, on m'invite
à me promener avec eux, à aller chercher le quinoa avec eux, enfin bref, plein de choses. Et à un moment, avant de partir, je leur dis, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une peinture collective, qu'on peigne tous ensemble? Et ils me disent, mais non, moi je sais pas dessiner, je sais pas peindre. Oui, non, mais ça, c'est pas le problème. Est-ce que vous avez envie de le faire? Et ils me disent oui. Et du coup, je leur dis, mais écoutez, vous avez un petit jardin, j'ai vu qu'il y avait plein de vases, ils avaient plein de jarres, c'est un peu comme dans les jardins grecs, Mm. plein de jarres en terre cuite qui étaient là. J'étais là, tiens, c'est étonnant. Est-ce que ça vous dirait d'avoir un dessin sur cette jarre? Enfin, sur une des jarres que vous voulez. Euh, je sais pas, ça peut être un dessin du volcan sacré que vous avez juste en face de votre habitation, ça peut être le dessin de votre maison, ça peut être ce que vous voulez. Et ils me disent, ouais, ça serait trop cool. Et donc, je passe la matinée à faire un peu l'esquisse sur le vase, qu'ils choisissent d'ailleurs le vase qui était assez important parce qu'il appartenait à leur arrière-arrière-grand-mère. Et donc, il avait vraiment une valeur super importante. Et quand je dessine dessus, j'étais là, j'espère qu'il va pas casser. Faut pas que je fasse un fou mouvement, qu'il le renverse, tu vois. J'étais genre super attentif. Et donc, j'esquissais au crayon papier le dessin. Donc, ils avaient choisi leur volcan sacré, le volcan Tunupa. Et, euh, et après, du coup, je les ai invités tous à venir dessiner au fur et à mesure. Donc, tu avais toutes les générations. Tu avais la grand-mère, tu avais la fille, tu avais la petite fille, et tout le monde s'est retrouvé autour de ce vase et à dessiner sur le volcan. Donc, du coup, à chaque fois, je leur apprenais en fait, à peindre avec l'aquarelle sur où est-ce qu'il fallait dessiner, comment utiliser les couleurs. Et en fait, c'était assez fou parce que du coup, en même temps, je leur posais des questions sur qu'est-ce que ça leur faisait en fait de peindre. Ils avaient tous des regards, pareil, étincelants, émerveillés. Et il y avait un côté, il y a une phrase de la grand-mère, justement, guadeloupé, qui m'a dit, tu sais Léo, j'ai jamais peint, mais là, je retrouve l'émerveillement de mon enfance, que j'avais un peu perdu. Waouh. Et, le... et je me suis dit à ce moment-là, waouh, en fait, ce que je fais sert à quelque chose. Il y a un côté... Parce qu'en fait, souvent, on me dit, en fait, à quoi ça sert l'émerveillement? Toi, c'est pas tangible. Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Parce que, par exemple, des routes, on en a besoin. Une lampe, on en a besoin. Un ordinateur, on en a besoin. Mais est-ce que l'émerveillement, vu que c'est impalpable, est-ce qu'on a vraiment besoin? Et je me dis, à chaque fois que je pense à un souvenir que j'ai, ou que je garde avec quelqu'un, ou dans une expérience, c'est toujours un moment où j'ai été émerveillé. Genre, j'ai été étonné, j'étais surpris. J'ai retrouvé une pulsion un peu d'enfance à l'intérieur. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux de s'émerveiller et d'émerveiller les autres. Je trouve Hmm. que pour moi, en fait, on est des êtres de souvenirs et on se fabrique une vie sans les souvenirs passés et actuels. Et le fait d'être dans l'émerveillement, sans le savoir, va créer une réalité différente parce que sa vie sera différente ensuite. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'imagine, tu vois. Le côté positif. Ça a été quoi au-delà de ce que tu viens de partager, tes découvertes par rapport à la question que tu posais à tous les gens que tu as rencontrés? Donc, c'était uniquement le Salar de Uyuni en Bolivie ou tu as bougé ailleurs aussi, dans d'autres déserts? Non, c'était le seul Le Salar, hein? Ouais, c'est le seul Ouais. salaire. Ouais. Ok, ok, ok. Ça a été quoi euh, les découvertes, les apprentissages que tu as pu avoir par rapport à cette question que tu as posée à ces gens-là? Bah, les découvertes, moi, je dirais qu'il y en a. Je dirais peut-être trois, tu vois. Bah, je m'étais toujours posé quand même si les gens, en fait, pouvaient rêver dans un désert, ou plutôt s'autoriser à rêver dans un désert. Il y avait un côté où je me disais, moi, au petit, on m'a souvent dit, euh, arrête de rêver trop grand parce que toi, tu as tout le confort que tu as besoin, mais il y en a d'autres Hmm. qui n'ont pas ce confort-là, qui ne peuvent pas rêver. Et je m'étais toujours demandé, est-ce que c'était vraiment vrai, tu vois? Est-ce que vraiment les gens qui ont un peu moins de confort, qui vivent dans des zones isolées, est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont moins de rêves pour le futur? Ou est-ce qu'ils se restreignent parce que du coup ils ont un quotidien difficile,
Tu vois, ils doivent chercher de l'eau, ils doivent trouver de l'argent, ils sont un peu dans la survie. C'était une grosse question que je me posais. Et donc, en fait, moi, ce voyage m'a confirmé dans l'idée que les rêves et l'émerveillement, la créativité sont vraiment universels. Et tant mieux. Vraiment tant mieux. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert là-bas, ils m'ont mis une grosse claque, vraiment. Parce que ils m'ont fait encore plus rêver que ce que je rêvais avant, tu vois. C'est vrai. Ouais, vraiment, vraiment, ils m'ont retourné les préconçus que j'avais, en fait. Qui était quoi d'ailleurs? En fait, quand je suis parti dans le désert, donc c'était un- l'expédition j'ai mis à peu près un an à le réaliser, à la préparer, à trouver des sponsors, à trouver des médias partenaires, à faire l'itinéraire, à tout ça. Donc c'était un an de préparation. Et pendant cette année de préparation, je me suis dit, ok, j'ai aucune certitude en fait que ce que je suis en train de chercher, je vais le trouver. Parce que je me suis dit, peut-être que quand je vais arriver sur place, chaque personne va me dire, non, j'ai aucun rêve, je sais pas. Tu vois, ou peut-être je sais pas, parce que en France, quand je demande, est-ce que tu as un rêve, est-ce que tu voudrais réaliser quelque chose, est-ce que tu as un projet, ou est-ce que... Bah, la plupart des gens, en fait, me disent, je sais pas. Et donc, je m'étais dit, par miroir, que ce serait pareil dans le désert. Hmm. Ils me diraient sûrement, je sais pas, tu vois. Et, euh, et tant mieux, ils m'ont donné vachement faux. Et ils m'ont changé la conception du monde, et je les remercie pour ça. Et en fait, ils m'ont prouvé que eux avaient des rêves incroyables, et surtout qu'ils étaient en train de les réaliser. Toi, par exemple, là, j'ai croisé Jimena, qui est dans un petit village où il y avait une petite maison, tu vois, et deux, trois maisons, ouais, peut-être deux, trois maisons. Et elle, son rêve, c'était d'avoir sa propre maison, enfin d'avoir, parce que là, elle était dans sa maison de son grand-père, de pouvoir bâtir une petite maison un peu plus loin, avec une grange, et pouvoir avoir des vaches, euh, et pouvoir changer la fabrication du fromage qu'il y a actuellement en Bolivie, pour apporter une autre diversité. Parce que les vaches, du coup, dans le désert, c'est compliqué, il faut avoir une oasis, enfin, il faut avoir de la végétation. Et là où j'étais, du coup, elle était juste à côté de l'oasis. Donc c'était vraiment un entre-deux entre désert et oasis. Et, euh, et elle m'a expliqué droit dans les yeux, ouais, et puis après, peut-être j'aurais des chevaux, et je ferais comme une cowgirl, et j'irais attraper les vaches avec mon lasso. Ah ouais. Et je me suis dit, waouh, ah, je m'attendais pas à ça. C'était la première interview, et je me suis dit, waouh, je m'attendais pas. Et du coup, elle m'a expliqué comment elle allait faire pour faire du fromage, et j'ai trouvé ça bluffant, tu vois. Il y a, il y avait je suis allé dans un autre village où, quand je suis arrivé, je voyais quelques personnes qui étaient à côté d'une habitation. J'y vais, et en fait, je m'aperçois que c'est une école. Et du coup, l'enseignante était rentrée. Et donc, on va dans l'école, on demande si on peut discuter avec tout le monde. Et du coup, ils nous reçoivent vraiment avec des grands sourires. Et donc, on parle un peu du projet. Et on propose une interview à la professeure, qui, elle, nous dit que son rêve, c'est de pouvoir jouer de l'accordéon, parce qu'elle est passionnée par l'accordéon, mais surtout parce que ça peut aider les enfants à apprendre. Ça peut les... Parce que pour elle, le pouvoir de la musique est assez transcendant, et que si jamais elle mélange l'apprentissage à la musique, ça va réveiller la créativité chez les enfants, et donc ils vont pouvoir apprendre bien mieux. Et j'étais bluffé aussi. Je me suis dit, ouais. Tu vois, ça c'est deux rencontres, Ouais. tu vois, mais il y en a eu, je crois qu'il y en a eu 28 ou 30, on avait fait pas mal d'interviews, et tu vois, on a récolté 120 rêves au total, parce qu'après on leur demandait de les peindre sur l'aquarelle. Et là c'est trop beau en fait de pouvoir, tu les voyais vraiment imaginer leurs rêves, et de se dire, ok, mon rêve maintenant, comment je peux le matérialiser en peinture? Et ça demande vraiment un exercice d'imagination. Et tu les voyais vraiment dans le regard qu'ils étaient en train de chercher la couleur, chercher le matériau qu'ils voudraient, de, d'une partie en fait de concrétiser un peu ce qu'ils imaginaient. Et c'était trop beau. C'était trop beau parce qu'après on leur reposait notre interview sur s'ils pouvaient réexpliquer leurs rêves, mais en montrant leurs dessins. Et là c'était rayonnant, tu vois. C'était une autre interview.
Il parle avec l'émotion, avec le. Voilà. Ça doit être fascinant de voir les différentes étapes par lesquelles les gens passent au fur et à mesure qu'ils débloquent cette créativité, tu vois, d'en parler. Enfin, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu as eu le sentiment dans ces coins-là, tu vois, où peut-être la vie est plus difficile que ce à quoi on est habitué, nous, en France. Est-ce que tu as eu le sentiment que leur créativité, de manière générale, elle est bridée autant que chez nous, chez les adultes, euh, ou pas forcément? Ah oui, c'est pareil, hein. C'est pareil, ah ouais. Et Bah, du le problème, coup, c'est que je sais pas trop pourquoi, hein, dès qu'on devient adulte, il ouais, y a le on côté perd. sérieux qui revient. Je pense que c'est vachement lié à l'extérieur. Toi, ma grand-mère me répétait tout le temps, il faut que tu sois sérieux, Léo. Tout ce qui n'était pas sérieux pour moi, je le faisais pas. Et donc, essayer de créer, pour moi, d'un côté, c'est pas être sérieux, c'est s'amuser. Toi, pour moi, en fait, toi-même créer une boîte, c'est pas être sérieux. C'est de se dire, ça peut être cool de le faire, tu vois. Ça peut être marrant de le faire. Ouais. Euh, et je pense, voilà, que on est vachement influencé sur le regard de l'autre, sans le savoir. Même si on pense qu'on l'est pas. Hmm. Et Mais dans des après, coins. le truc, c'est que je me rends compte que même les adultes, tu vois, dans un petit village, à l'autre bout du monde, dans un désert, ou partout dans le monde, dès que tu les rassures et dès que tu leur dis si tu peux le faire, fais juste un tout petit point coloré sur la feuille, et après c'est fini. Et là, c'est parti, quoi. Il y a un côté où ils font un petit point, et d'un seul coup, le petit point se transforme en carré, puis après en montagne, après en soleil. Il y a un côté La première impulsion, Ah quoi. ouais, c'est l'impulsion, et après, ils sont Ouais. partis, quoi. C'est marrant, hein. C'est assez Et fascinant. même ce que tu expliques sur le fait que quand on devient adulte, voilà, il y a un truc qui se passe, le sérieux s'installe. Même dans des coins encore plus isolés peut-être que le Salar de Uyuni, comme le Groenland, là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Le constat que tu fais quand tu arrives par rapport à l'art, enfin à la créativité, pardon. Oula, tu vois le lapsus. Enfin le. Euh, Bah pour moi, il est pareil, hein. Il est pareil. Chez Waouh, les ok. enfants, c'est vraiment inné. Enfin, c'est vraiment. Bah en fait, c'est inné l'art, donc la créativité aussi. Donc et c'est vraiment direct, ils dessinent. Ils posent pas de questions, ils y vont. Les adultes, c'est plus compliqué. Il faut vraiment les rassurer. Et donc je leur disais, mais si tu peux, vas-y, c'est très bien, continue. C'est génial ce que tu es en train de faire. Et souvent, en plus, ce qui est difficile, c'est que la plupart des adultes se dévalorisent. Dès qu'ils dessinent, ils disaient, bah, regarde ce que je fais, c'est nul. Oh là, désolé, j'ai pas un super bon niveau. Et tu vois, il y a un côté où vraiment, je trouve qu'on se juge beaucoup. Ouais, ouais. En fait, on est notre propre ennemi, quoi. Et en fait, on s'en Est-ce fout qu'on se de. juge ou est-ce qu'on se juge vraiment soi-même ou est-ce qu'on se juge en s'imaginant que, enfin, par rapport au regard de l'autre, tu vois? Moi, typiquement, je pense que si je me projette là, en même temps que tu m'expliques ça, j'essaie de me projeter dans la scène. Tu me tends une feuille de papier avec un pinceau. Je pense que si je suis tout seul dans mon coin, je me dirais bon, de toute façon, je le sais, je suis pas un artiste, c'est pas ouf, mais bon, voilà, tu vois, j'ai fait un truc. Mais je pense que si j'ai quelqu'un qui a le regard vissé sur ce que je fais, là, je me sentirais. Je pense que typiquement, je pourrais m'excuser, tu vas dire, bah désolé, franchement, voilà, c'est nul, mais bon, j'ai fait le max. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on se juge vis-à-vis de soi-même, tu penses, avec tous les gens que tu as pu observer? Ou est-ce qu'on on le fait parce qu'on prend en compte le regard de l'autre et qu'on présuppose que du coup il y a un jugement? Ah, mais c'est intéressant, clairement. Clairement, clairement. Moi, j'ai pas de réponse, hein, je sais pas, vraiment. Moi, je dirais que bon, c'est un peu des deux, hein. Moi, je pense que le regard de Ouais, l'autre influence notre propre jugement, et du coup, on cherche à se rassurer en se diminuant, en fait, en disant, regarde, c'est nul ce que j'ai fait, mais ouais, ça va. Mais je pense ouais. en fait, on a peur de l'attente que met l'autre en nous. Et sauf qu'en fait, cette attente, c'est nous qui la créons. Enfin, l'autre en a, mais en fait, on s'en fout. Ouais. Enfin, tu vois, pour moi, il y a si quelqu'un qui vient me dire fais ça dans la rue, et bah, je vais pas m'excuser si c'est nul, tu vois. Ouais. Je dis ouais, j'ai fait ça et c'est cool. Enfin, moi, je suis content. Ouais. Je sais pas, il y a un côté. Je sais pas, je trouve on est vachement. Je trouve qu'on se critique beaucoup, en fait. Hmm. Et je pense que ça nous aiderait vachement
à être notre propre ami d'abord. De dire, ah ouais, c'est cool. J'ai vachement kiffé le moment là. Pas tellement, en fait, je pense qu'on se focus plus sur le résultat que sur vraiment le moment. Moi, j'essaie de. Toi, je fais pas mal de workshops collectifs dans les entreprises, associations, écoles, tout ça. Et la première chose que je dis, c'est on s'en fout du résultat. Ce qui importe, c'est le moment. C'est que vous vous amusez. Et que vous peignez un triangle ou un super beau personnage, on s'en fout. Et à la C'est le fin, process plus que le résultat qui compte, quoi. ouais, c'est ça. Et à la fin, c'est sans le savoir, sans le vouloir, ça crée des tableaux incroyables. Mais parce qu'il y a un lâcher prise total. C'est de dire, j'y Ouais. vais quoi. On s'en fout. Et non seulement toi le travail est esthétique, mais en plus derrière il y a un souvenir qui est ancré d'une émotion forte quoi, de s'amuser. Toi, des fois j'en fais à 30, 40, 50 personnes, tu vois. Et donc, Ok. t'as un moment de créativité ensemble où la toile appartient à tout le monde. C'est assez fou. Trop bien. Dans toutes tes explorations, là on a pas mal parlé de la partie créative du coup. Est-ce que tu y associes aussi, donc on l'a bien compris, hein, c'est voilà, tu rencontres des gens et tu leur fais finalement explorer, enfin découvrir ou redécouvrir leur côté créatif. Mais tu vas quand même dans des environnements qui sont enfin, pas mal isolés, voire enfin, j'allais dire hostiles. J'aime pas trop ce terme parce que ça laisse supposer que c'est une espèce de combat avec la nature. Mais bref, des environnements quand même bien isolés, Groenland, désert d'Uyuni. Est-ce que tu te prépares à cet aspect-là aussi de tes expéditions? L'aspect peut-être un peu plus physique, logistique, organisation, tracé, etc. Alors, ouais, alors, franchement, moi, niveau logistique, je suis assez mauvais. Mais je suis obligé. Je suis obligé d'y passer par là. Mais c'est clairement pas mon point fort. Surtout qu'à chaque fois, une envie, c'est des fois, les voyages pour moi, ils se préparent souvent 2 semaines à l'avance, quoi. Toi, dans les Balkans, je préparais l'expédition 2 semaines à l'avance, quoi. J'ai acheté le matériel et je suis Ah, parti. mais le Groenland, j'imagine que non, quand même, non? Bah, le Groenland, ça s'est fait un peu, non, ça fait un mois à l'avance. Ah ouais, quand même, c'est quand même super court, ouais. Bah, après, par exemple, la Bolivie, tu vois, l'expédition dans le désert, là, c'est un peu spécial parce que c'est moi qui l'a créé de A à Z. Ce qui était différent, en fait, c'est que les Balkans, par exemple, c'était une, un GR déjà existant, enfin une randonnée déjà existante, mais qui est en projet, donc elle est pas trop fléchée. C'est un peu compliqué de se retrouver. Bon. Mais du coup, ça Comment m'aidait elle s'appelle, vachement. celle-ci? C'est la Via Dinarica. Ah oui, j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui l'a fait. Ouais, ok, ok. D'ailleurs, Super. si les gens veulent se lancer dans une aventure, une première aventure, c'est une aventure incroyable parce que du coup, c'est un bon équilibre entre la surprise, parce que du coup, c'est des GR qui sont pas trop traversés, c'est pas encore très connu. C'est une zone dans les Balkans finalement qui est peu connue aussi et qui a une culture incroyable. Les gens sont super accueillants, les paysages sont incroyables, c'est trop trop beau. Euh, et surtout, en fait, moi ce que j'adore, c'est que tu as une partie sauvage qui est bien présente avec des ours et des loups. Et il y a un côté aussi en fait où tu es dirigé, donc là tu as des balises, mais par contre les balises sont mal faites et donc tu te perds très souvent. Et du coup, tu as vraiment un équilibre entre pas trop balisé, mais balisé quand même, tu vois. Et pour une Ouais, première expérience, c'est parfait. ok. Il y a des ressources quelque part pour trouver des infos là-dessus? Ouais, ouais, il y en a plein. Si, si. Ok, bon, Je j'irai serais plus regarder. de dire de nom, hein, mais je vais trouver pas mal de ressources, même des traces GPS. Parce que du coup, tu as Ok, plein ouais. de tracés différents dans la Via Dinarica. Tu l'as en VTT, tu l'as en marche à pied, t'as un itinéraire qui passe sur les sommets des montagnes, t'as un autre itinéraire qui longe la côte de l'Albanie à la Slovénie. Donc, non, non, c'est cool. Ok. T'as vraiment. C'est une belle liberté. Ouais, donc t'as une préparation quand même minimaliste, un peu last minute. Ouais, ouais, moi je suis très mauvais en organisation. Je suis très très mauvais, hein. Mais c'est pour ça que c'était un gros défi le projet dans le désert en Bolivie, parce que du coup ça m'a forcé. Au début j'étais tout seul, tu vois, je me suis dit ok je vais partir tout seul, j'aurai ma GoPro, mon petit drone et c'est bon quoi. Et donc je vais pas risquer la vie de quelqu'un d'autre. Mais après le projet a un peu grossi,
sans le vouloir. Ça s'est fait comme ça, au fur et à mesure. Et on se retrouve avec 5 personnes dans l'équipe là. Du coup, il y a 3 vidéastes et une scénariste. Donc il y a 3 vidéastes qui sont venus avec moi dans le désert en Bolivie. Et là, ça a totalement changé ma vision parce que du coup, je pouvais plus risquer la vie d'autres personnes, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, la nécessité de s'organiser, d'avoir une logistique optimale, s'est imposée. Et donc, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps aussi à l'organiser. Enfin, je sais plus exactement, ça a peut-être pris 7-8 mois. Parce que je n'avais jamais pris autant de temps, en fait. Pour moi, c'était un énorme défi parce que je suis un peu du genre à dire, voilà, du jour au lendemain, je peux partir dans une aventure. Et là, de faire 6-7 mois juste à programmer, à appeler des gens, tu vois, j'avais une équipe logistique quand même, j'avais un sponsor logistique, Terra Bolivia, qui était en Bolivie du coup, et qui m'expliquait sur si l'itinéraire que j'avais choisi était safe, s'il fallait changer, s'il fallait voir un autre itinéraire, tu vois. Donc là, j'ai été aiguillé vachement sur ça, donc c'était bien. Mais c'est vrai que voilà, la partie logistique, moi, j'avoue que je m'embête pas trop, hein. Et en fait, je pense que c'est Ouais. vachement un danger aussi, la logistique. C'est que souvent, on veut avoir le meilleur matériel, le meilleur itinéraire. Et comme Mike Horn le dit, tu vois, c'est qu'on a juste besoin d'avoir 5% des réponses à ce qu'on se pose et 95% vont arriver au fil de l'aventure. Et moi, je me pose pas trop de questions. J'y vais, je prends le matériel, j'imagine les scènes qui peuvent se passer. Par contre, du coup, je travaille beaucoup avec l'imagination. Dès que je vais marcher, par exemple, chaque jour, je fais une marche matinale et je passe beaucoup de temps à imaginer. Et toi, pour moi, l'imagination, c'est le pouvoir le plus sous-estimé du monde parce que c'est un pouvoir gratuit que chacun a en soi, mais qui décuple tes capacités, qui est assez fou, tu vois. Et je pense que dans les athlètes que tu reçois, ça doit être ça aussi, tu vois, le pouvoir de mentaliser, d'imaginer tout ce que tu es capable de faire, toutes les situations qui vont arriver, et pouvoir les éviter ou les contourner. Moi, ça me sert vachement, tu vois. Par exemple, avant chaque expédition, par contre, ce que je fais, c'est que je fais une grande liste de tout ce qui pourrait arriver de mal dans l'expédition. Par exemple, ça en Bolivie, tu vois, je l'avais fait. Et donc, je mets tout ce qui pourrait arriver, donc tout ce qui est mort, blessure, le fait de rencontrer des mauvaises personnes, d'être agressé, enfin, bref, plein de choses. Et après, j'ai 2 colonnes en disant, ok, j'ai cette situation qui arrive, comment je peux l'éviter? Et donc, en fait, je passe un temps à visualiser la scène qui arrive, et j'imagine dans ma tête comment je peux l'éviter. Et si jamais j'arrive pas à l'imaginer, bah, c'est là que je vais demander à des experts de savoir, en fait, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, je vais peut-être Ok. demander sur les forums, je vais regarder des vidéos sur comment les gens feraient dans ce cas. Et du coup, après, une fois que j'ai l'information, ben, je me remets sur mon lit et je réapprends à visualiser la scène avec cette nouvelle information. Donc je fais ça. Donc ça, c'est pour prévenir, si jamais, pour éviter que ça arrive. Et je fais une autre colonne, c'est que si jamais ça arrive, par exemple, toi, de me blesser, ben, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'imagine, je suis dans le désert, je tombe et je me casse le bras. Qu'est-ce que je fais? Et donc pareil, là, tu vois, je visualise. Je me vois dans le désert, ok, là, je sors le GPS de secours, mais il est dans ma poche. Mais du coup, la poche gauche, ok, où est-ce que c'est? Ah, mais d'une merde, il est dans mon sac. Ok, donc là, il faut que je mette le GPS dans mes poches tout le temps, accroché Hmm. à un crochet pour qu'il soit toujours accessible, pour que je puisse appeler les secours, tu vois. Et donc, je visualise tout ce qui pourrait bloquer ce que je pourrais faire. Et donc, je, Super intéressant. et donc, je fais ça, en fait, sur plein de choses. En fait. Sur tous les points que j'ai, je fais ça. Donc, ça prend Ah, beaucoup de c'est de temps la. d'imagination. Donc à chaque fois que j'ai un temps de repos, bah, j'imagine. Tu vois, je me ferme les yeux, ok, là j'ai ça, tac, tac. Et, donc je suis pas trop préparatif en tant que tel, mais je me prépare dans ma tête. Ouais. Gros travail de visualisation. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Super intéressant. Euh, j'ai reçu plusieurs fois sur le podcast Rémi Camus, grand aventurier français, qui, je le mentionne souvent parce que, enfin, je sais que c'est quelque chose que moi je faisais pas dans des projets qui n'ont pas eu tout l'envergure de ceux de Rémi ou des tiens, mais bref, il parle souvent de l'après-projet, qui a un peu 3 grandes phases. Tu vois, la phase de préparation, la phase d'exécution et puis la phase de
d'après-projet qui est super importante pour digérer, pour faire ses apprentissages. Euh, voilà. Du coup, est-ce que ça, toi, tu l'intègres? Donc, on a bien compris, la phase préparation, c'est pas forcément là où tu passes le plus de temps, en tout cas quand tu pars solo. Mais est-ce que sur la phase de restitution, le fait qu'il y ait ce volet, tu vois, créatif dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que ça implique une fois que tu es de retour en termes de traitement, tu vois, de communication, de partage, etc. Bah écoute, c'est une super bonne question. C'est qu'à chaque fois que je reviens, je me dis putain, j'ai très mal géré mon retour. C'est vrai. Ah ouais, chaque fois. À part en Bolivie, là, quand je suis revenu, j'ai un peu mieux parce que du coup, j'avais d'autres bagages. Ça fait la quatrième expédition, à la Bolivie, c'était la cinquième. Donc c'est vrai que je commençais à avoir des retours. Mais c'est vrai que pour les gens qui écoutent, c'est que dans une expédition, c'est des émotions super fortes, des souvenirs incroyables. Et en fait, c'est vraiment l'extrême, l'extrême du ressenti. Et en fait, le retour, c'est l'extrême dans l'inverse, en fait. L'extrême de ne rien sentir. Parce qu'en fait, tous les trucs de Ouais. la vie quotidienne paraissent banals, paraissent ennuyants, paraissent chiants, paraissent... Du coup, il y a vraiment une retombée, tu vois, directe, très rapide. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'imagine maintenant, parce que du coup, même si la Bolivie, quand je suis revenu en Bolivie, ça allait un peu mieux. Après, peut-être pour imager, en fait, ce que j'ai vécu, c'est que toi, en Bolivie, donc c'était 3 mois de traversée dans le désert sur 900 km. Il y a eu un accident, enfin, on va dire, il y a eu 2 accidents de vidéastes. Un accident d'un premier vidéaste qui s'est foulé la cheville et du coup qui a dû abandonner le projet. Il y a un deuxième accident d'un vidéaste qui, lui, est tombé sur le désert, la tête la première, et donc Ah qui a oui. fait un malaise. On a dû appeler les secours. Enfin, donc ils sont venus dans le désert. Donc c'était assez complexe, tu vois, en émotion. Il y a eu, en fait, il faut savoir aussi que toi, que je marchais dans le désert, j'allais dans un village, je ne savais pas où j'allais dormir, ce que j'allais manger, ce que j'allais boire, si j'allais trouver de l'eau, qui j'allais rencontrer, si j'allais faire des interviews ou pas. Enfin bref, c'était vraiment l'inconnu le plus total, quoi. Et de faire ça pendant 3 mois, c'était incroyable, hein, mais c'était épuisant. Épuisant même niveau nourriture, parce que souvent la plupart des aventuriers explorateurs, bah en fait, dans les expéditions, ils sont autosuffisants. Et ils mangent des rations lyophilisées, mais qui sont souvent très bonnes. Enfin, un côté où c'est cuisiné, ou niveau gustatif c'est bon, et ils savent ce qu'ils vont manger, tu vois, niveau du goût quand ils marchent. Moi, en fait, quand je marchais, j'avais aucune idée de ce que j'allais trouver dans le village. Donc des fois, je me retrouvais avec des chips, avec des biscuits dégueulasses, avec du quinoa pas cuit, avec... du coup, niveau mental, c'était complexe, et du coup, j'ai vachement maigri. Et donc, en fait, quand je suis revenu, quand j'ai arrêté le projet. Donc j'étais dans un émerveillement total parce que chaque jour j'étais heureux et épanoui et émerveillé. Mais en même temps, j'avais mon corps qui était affaibli au plus possible, quoi. Et je le ressentais vachement. Et ça, c'est marrant parce que le jour où j'ai arrêté l'expédition, je suis tombé malade. Grosse Ah ouais, ça fièvre. c'est le classique. Ah ouais, direct. Et, et donc, et quand je suis revenu du coup chez mes parents, euh, pour me reposer, eh ben, ça me faisait rigoler, mais figure-toi, je marchais, je sais pas, 20 mètres dans la maison, j'étais fatigué et j'allais me coucher. Ah ouais. Et je faisais ça, je passais mon temps à dormir et je marchais juste quelques mètres et j'étais épuisé et je revenais me coucher. Et ça a fait ça pendant 1, 2, 3 mois, quoi. Enfin, ouais. Un mois, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment ça, c'était vraiment un repos total. Et je sais qu'en fait, le repos, ça équivaut à la longueur de l'expédition. Donc le repos est à peu près de 3 mois. Ok. Ah, c'est ça, toi, le ratio que tu as en Ouais, pour tête. moi, c'est un peu ça. Ouais, Ok. c'est à peu près ça. Mais maintenant, Intéressant. tu vois, je me dis, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que maintenant, j'aimerais bien acheter une petite maison dans la montagne. Et dès que je reviens d'expédition, je vais pas chez mes parents, je vais pas chez des amis, je vais pas voir d'autres personnes. C'est que je me réfugie dans ma petite cabane dans la montagne, un peu comme dans un sas. Je digère ce que j'ai ressenti, ce que j'ai accumulé. Ouais. Et après, je me réouvre au monde. Parce qu'en fait, raconter l'expédition direct à la famille et aux amis, c'est... Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es encore à moitié là-bas, et puis t'as pas encore processé.
t'as pas d'énergie, puis surtout, enfin, je trouve que ce qui est difficile, encore une fois, j'ai pas du tout fait autant de choses que toi, en tout cas dans des coins aussi reculés, mais c'est que, en fait, quel que soit le format, je pense, quand tu sors de ton quotidien, d'une zone, tu vois, un peu de confort, de ta routine, etc. Bref, quand tu fais quelque chose qui est pas forcément que, qui est pas forcément ce que font la plupart des gens autour de toi. En fait, c'est très compliqué, je trouve, de leur expliquer à chaud ce que tu as vécu ou ce qui s'est passé. Tu vois, toi, tu es encore dans l'émotion, tu es encore dans, tu vois, tu as tous les chakras ouverts, les sens en éveil, bref, t'en as pris plein les yeux. Et là, à ton retour, bah, en fait, le monde a continué d'avancer normalement. Et quand tu essaies d'expliquer aux gens que tu t'es retrouvé dans le salaire de Uyuni avec le soleil qui se couche, une mer de sel, etc., bah, en fait, les gens, ils captent pas, tu vois. Ils sont en train de penser à leur rendez-vous, au beurre qu'ils ont oublié d'acheter. Enfin, et je trouve que cette phase, elle est toujours très compliquée parce que tu reviens en disant, il y a cette envie de partage. Et puis en fait, en face, il n'y a pas toujours nécessairement le même niveau d'engouement, tu vois, d'enthousiasme de fou que toi, tu peux ressentir pour ton projet, quoi. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais tu vois, justement, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que les moments les plus difficiles, c'est pas tellement euh, quand t'es dans des échecs, il y a personne pour te consoler, mais c'est quand tu trouves personne pour fêter les victoires. Il y a personne qui comprend tes Ouais. victoires. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment euh, qui est compliqué. Parce qu'en fait, toi, mes parents, quand je pars dans le désert et que je fais un film, tout ça, il n'y a pas de. C'est pas genre, waouh, ok, je comprends pourquoi c'est une victoire, tu vois. Parce qu'en Hmm. fait, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Et c'est normal. Mais c'est vrai que du coup, c'est spécial de ne pas pouvoir fêter la fin d'une expédition qui a été tant difficile à préparer, à réaliser, niveau peur. Hein, il faut pas croire. Hein, moi, je suis effrayé avant de partir. Donc, Par quoi, généralement? par l'inconnu, hein. Je pense que la plupart des gens, je pense que ouais, puis j'ai un tempérament timide aussi, hein. Je suis super timide, donc c'est vrai que quand je me dis, je vais aller parler des inconnus dans un désert, enfin, le truc aussi, c'est que toi, je parlais pas espagnol, je parlais pas aymara, et je me suis dit, j'ai pas envie de prendre d'interprète, j'ai pas envie de couper la communication entre deux personnes. Et donc, j'ai fait les interviews pour moi-même, et sauf que, au début, je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Donc on filmait, tu vois. J'avais appris des questions que je voulais donner, qu'on m'avait appris, donc je l'avais répété avec l'accent. Donc ça, je le savais bien. Mais les réponses qu'il m'a apportées, des fois, je les comprenais pas. Mais j'étais dit, c'est pas grave, c'est marrant. C'est marrant, et c'est pas grave, on communique d'une autre façon, tu vois. On communique par la gestuelle, par la peinture. Je comprends ce qu'il voulait dire par la peinture ensuite, tu vois. Ou alors, ils vont me montrer directement en montrant du doigt, si jamais je comprends pas. Enfin bref, il y a plein de façons de comprendre, et je me suis dit, ok, c'est pas un frein en fait, la langue, de pas connaître la langue. Et moi, c'était vachement libérateur. Et toi, j'espère que ceux qui écoutent, j'espère qu'il y a un côté plus libérateur de se dire qu'il n'y a pas forcément besoin de parler la langue pour voyager, pour faire des documentaires, pour faire en fait ce qu'ils veulent. Il y a juste besoin d'avoir envie de le faire. Ouais, ça, clairement, le coup de la langue, enfin, c'est génial, tu vois, ton témoignage, parce que ça, typiquement, c'est un truc, je pense, qui m'aurait peut-être un peu bloqué, tu vois. Enfin, pas nécessairement pour le voyage, l'aventure, mais un projet qui implique de rencontrer les gens et d'initier un processus créatif. Enfin, c'est juste génial de voir que c'est carrément faisable et que tu t'éclates à travers ça et qu'il n'y a pas besoin de maîtriser la langue. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça fait partie des freins que pas mal de gens pourront avoir, le coup de la langue. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Excellent. Qu'est-ce qui arrive du coup? C'est quoi les prochains projets? Même si, voilà, encore une fois, la préparation, on a bien compris que c'est plutôt à court terme à chaque fois, mais est-ce qu'il y a des formats d'expédition, d'aventure, sans forcément que tu aies déjà les destinations en tête? Est-ce qu'il y a des formats que tu as envie de réaliser? Eh ben écoute, là, ouais, j'ai pas mal d'envie, hein. Là, du coup, je suis en train de réaliser mon premier film. Génial. Qui est une énorme épreuve après. Parce que, en fait, autant j'avais créé plein d'expéditions avant. Et donc, voilà, cette expédition en Bolivie, c'était une surprise parce que du coup, c'était
créer un film, de faire tout de A à Z, mais j'avais déjà quand même des prérequis, tu vois, j'avais déjà des petites connaissances. Et surtout, c'était le fait de pouvoir m'émerveiller, de rencontrer plein de personnes, d'émerveiller les autres, donc c'était vraiment dans le concret, dans le réel. Autant le film, c'est un gros défi, parce qu'en fait, moi j'ai toujours eu du mal de partager les choses. Alors quand je dis partager, c'est vraiment sur les réseaux, en blog, en newsletter, tout ça, tu vois. En partage face à face, j'adore. Mais j'ai toujours eu plus de mal à partager sur les réseaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne trouve pas trop de mes autres experts, parce que déjà, je pense que je le faisais d'abord pour moi, pour me rassurer de plein de choses avant, pour découvrir le monde aussi. Et j'avais pas trop l'envie au tout début de partager. Là, du coup, je ressens vachement l'envie, parce que je trouve que là, je me rends compte que le monde pourrait être un meilleur endroit si tout le monde pouvait être créatif, imaginer son monde, dépasser ses peurs, recréer du lien avec les gens, en fait, tu vois. Et donc, le film que je suis en train de faire, donc, c'est avec Nikita, du coup, qui est une scénariste. Donc là, on le fait à deux pour l'instant. Et donc, il y a le trailer qui est sorti, qui s'appelle Les Rêves du désert. Et le film sort fin mai, début juin. Et le but, c'est vraiment qu'après que je fasse vivre le film, pour moi, le film, c'était pas tellement le souhait de faire un film, mais c'était plus de créer un élément qui permet de créer du lien. Tu vois, de faire plein d'événements après pour rencontrer des gens, de pouvoir aller à des festivals pour rencontrer des gens, de revenir en Bolivie pour revoir ceux qui sont dans le film, pour leur montrer aussi. Donc c'était vraiment pour moi un catalyseur en fait de lien social, le film. Et donc en fait c'est un peu ce que j'ai envie de faire, tu vois. Là je commence un peu à re-rêver de pouvoir faire un tour de France et de pouvoir aller dans le plus d'écoles possible pour pouvoir montrer ce film-là, qui est un film du coup qui nous réveille sur le pouvoir de notre créativité, le pouvoir de notre imagination, et que s'émerveiller en fait c'est un besoin qu'on a et qu'on devrait tous essayer de remplir. Moi je pense que voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit quand on cesse de s'émerveiller, on cesse de croire dans la vie. Et je le vois beaucoup autour de moi, de gens justement qui sont pas émerveillés, qui sont en burn-out, parce qu'en fait il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de surprises. Et donc moi il y a un peu, tu vois, 3 points que j'essaie de travailler dans le film. C'est la créativité, le renouer avec le lien humain et les surprises nouveautés. De s'offrir des surprises et de la nouveauté au quotidien. Et donc voilà, donc là je fais ça, ce film-là. Et à côté, j'anime des ateliers pour reconnecter les gens en fait à leur imagination. Et mon but en fait, c'est de se dire, l'imagination, c'est le pouvoir qu'on a le plus sous-estimé. Et quand tu sais imaginer, tu peux tout faire. Et donc mon but en fait, c'est que j'utilise une méthode qui permet d'imaginer ce que tu as comme vie actuellement. Donc en fait, tu fais un peu le constat à l'image, en dessinant, sur comment est ta vie. L'avantage, c'est que tu mélanges des images avec de l'écrit, ce qui permet de faire travailler les deux parties de ton cerveau. Donc en fait, dès que tu vois ta vie actuelle résumée sur une feuille A4, avec des images et des mots, en fait, ton cerveau direct l'analyse et crée une émotion. Donc tu vois direct en fait ce que c'est ta vie actuellement. Donc ça peut être comment va ton boulot, comment va ta vie sociale, tu vois. Donc tout ça tu le dessines. Et en le dessinant, tu fais le chemin entre ce que tu imagines, des pensées un peu volatiles qui à chaque fois partent et reviennent, tu vois, et les concrétiser dans la réalité, dans la matière. Donc à la fois tu peux les partager aux autres, ce que tu ressens de ta vie actuelle, mais à la fois tu les partages à toi-même chaque jour. Tu peux regarder ta feuille. Et donc on fait ce même exercice pour ta vie future ensuite, en disant, ben voilà, qu'est-ce que ça tu pourrais être. Et du coup, pareil, le fait de te projeter dans ton imaginaire de ce que tu pourrais être et de l'ancrer dans la réalité en le dessinant et en écrivant des mots, fait qu'en fait, tu visualises vachement mieux la direction que tu voudrais avoir. Donc le but, c'est pas d'atteindre en fait ce but, hein. Le but, c'est juste de donner une direction vers ce que tu voudrais être ou avoir. Donc voilà, donc je fais ça.
Donc j'ai un peu ces deux, le film et puis ces ateliers à côté pour essayer de, enfin, faire de mon mieux pour faire un meilleur monde, quoi. Excellent. T'as déjà une idée du nom du film par curiosité? Ouais, le nom du film, c'est les rêves du désert. Les rêves du désert. Ok, génial. Génial. Eh ben écoute, c'était absolument fascinant Léo. S'il y a des gens qui sont intéressés justement par tes ateliers ou qui veulent, être au courant de la sortie du film, dès que ça arrive, c'est quoi le plus approprié pour entrer en contact avec toi, pour, suivre ce que tu fais? Bah, s'il y en a des gens, bah, en fait, vous pouvez aller directement sur mon site internet. Ça s'appelle leojoly, J-O-2-L-Y.com. Donc là, il y a différents ateliers. Et sinon, pour le film, c'est lesrêvesdudésert.com. Et là, vous Ah, tu aurez as toutes déjà un les site infos pour sur le film. le OK. Si vous voulez, par exemple, vous inscrire à la newsletter qui donne toutes les infos sur comment je réalise le film. Donc, j'essaie de donner vraiment toutes les étapes de A à Z sur comment j'ai créé l'expédition, comment je fais la bande-annonce, comment je fais le film. Et donc là, ça devrait sortir bientôt. Et donc, j'essaie de donner vraiment des méthodes pour que chacun puisse dire, en fait, ah, ok, c'est facile, je peux le faire. Mmh. Euh, donc voilà, c'est un peu Trop bien. ces deux éléments. Bah, les liens sont en description de l'épisode. Qu'est-ce que c'est? Attends, je suis sur le site là. C'est quoi cette photo? C'est une patte d'ours là avec les énormes griffes? Ouais, c'est une patte d'ours. Ouais, c'est une patte d'ours. Ça, c'était dans les Balkans. Et moi, mon OK. rêve, il faut savoir que mon rêve, c'était de voir un ours en vrai. Et quand j'étais, en fait, j'ai fait un petit voyage aux États-Unis, dans les Vermont. Le Vermont, c'est rempli d'ours. Et je passais mon temps, j'étais hébergé dans une famille, enfin, des amis. Et je passais mon temps à chercher les ours le week-end parce que je m'ennuyais. Ma famille me disait, mais non, mais ne va pas où il y a des baies, tu vois, c'est dangereux. Et justement, j'allais au bord des rivières parce que justement, ils s'abreuvent. J'allais justement là où il y avait plein de buissons avec des baies parce que je voulais en voir, tu vois. Et moi, je suis fasciné par la vie sauvage aussi, tu vois, de rencontrer de face à face un ours. Pour moi, c'est un rêve. Euh, et du coup, la patte d'ours, en fait, c'est un chasseur qui m'avait hébergé dans les Balkans. Et un jour, je m'assois sur une chaise par hasard. Et en fait, c'était une peau d'ours, donc avec les griffes. Et il m'a dit, tu vois ces griffes-là? Donc là, ça fait vraiment des griffes de Wolverine, hein, dans les Ah, X-Men. elles Là. sont énormes, hein, Et il m'a dit, tu vois là, si jamais t'en rencontres, il faut vraiment que tu fasses des feux chaque soir. Parce que ça, si t'as quelque chose autour de toi, enfin, cette bête-là autour de toi, mon gars, fais gaffe, quoi. Et à partir de ce moment-là, je faisais des feux chaque soir. Mais par contre, dans les M'étonne. Balkans, j'ai vu un loup. J'ai vu un loup à, je sais pas, à 50 mètres de moi, quoi. Ouais, Une des plus belles rencontres que j'ai faites. Incroyable. les voyages. Fascinant. Eh ben écoute Léo, merci beaucoup pour tout ce que tu as bien voulu, partager. C'était super intéressant de découvrir, la manière dont tu, explores le monde et l'impact que tu as envie de laisser. C'était juste génial. Est-ce que toi, il y a un message que tu voudrais, faire passer en conclusion d'épisode? On a parlé de pas mal de choses, mais, est-ce qu'il y en a il y a quelque chose en particulier, qui te semble important de repréciser ou de préciser si on n'en a pas encore parlé? Bah, la première, déjà, merci Loïc pour l'animation, pour les questions, tout ça. Et la deuxième, je pense que moi, en fait, c'est très simple, hein. C'est le fait de se dire, une fois que tu considères que tu es créateur et que tu pas besoin de le devenir, que tu l'es déjà en toi, bah, en fait, je trouve que ça ouvre tellement de portes. C'est de se dire, au lieu de dire, il faut que j'apprenne le dessin, bah, en fait, je sais déjà dessiner. Alors peut-être que je dessine pas comme je voudrais le dessiner, tu vois. Ça, c'est différent. Mmh. Mais de se dire, je sais déjà dessiner, waouh, c'est un changement de mentalité qui est fou. Enfin, ouais, c'est vraiment le message, tu vois. C'est vraiment pour moi un message simple, mais qui change. Pour moi, la créativité, être artiste ou être explorateur ou ce qu'on veut. Parce qu'en fait, toi, l'explorateur artiste, c'est un mot que j'ai inventé, hein. Et du coup, c'est marrant parce que les gens me disent, toi, tu inventes des mots comme ça. Oui, c'est ma réalité. J'invente ce que Tu je, créatif. ouais, je veux devenir ou ce que je suis et c'est ok, tu vois.
Et je pense que quand tu changes ta propre réalité, comment tu vois les choses, eh ben, la réalité des autres change aussi. Enfin, comment ils te voient. Parce qu'en fait, non, je me rappelle, tu vois, le première fois où j'avais vachement de mal à porter Explorateur Artiste, j'ai imprimé un t-shirt, je suis allé dans un festival, j'avais mon petit logo, Explorateur Artiste, et j'étais terrifié. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont tous venir me voir, mais qu'est-ce que tu fous avec Explorateur Artiste? C'est quoi ce mec? Voilà, tu vois. Et en fait, les gens sont venus me voir en me disant, ah, Explorateur Artiste, ça veut dire quoi, tu vois? Et du coup, j'expliquais, et en fait, je me suis rendu compte que la chose qu'on a le plus peur, c'est qu'en fait, les gens posent plein de questions et qu'on sache pas y répondre. Mais en fait, c'est juste ça. Et pour moi, ouais, c'est le message que je voudrais faire passer. Vous êtes tous des créateurs. Génial, j'adore. Eh ben écoute, une fois de plus, merci beaucoup Léo. Excellente continuation à toi. Bonne prépa pour tout ce qui arrive. Hâte de voir notamment le film. Et puis tu me tiens au courant de tout ça. Clairement, écoute, merci beaucoup Loïc pour l'animation, comme je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est chouette d'avoir une conversation du coup qui était plus dirigée vers mon expérience. Mais on fera la conversation par WhatsApp ensuite sur ta vision des choses. Merci beaucoup Léo, à bientôt. À plus. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Léo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez soutenir Les Frappés de différentes manières. La première, c'est tout simplement en vous abonnant, en laissant une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs. Ce sont les auditrices et auditeurs qui soutiennent financièrement le podcast et c'est à partir de 1 € par mois. Le lien est en description. Enfin, vous pouvez tout simplement parler du podcast à fond autour de vous pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Je vous dis merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va partir en mer avec un binôme de skippers.